Encore une fois, je m'appelle Arnaud Châtel, je suis responsable pédagogique dans une formation qui s'appelle le MBA DMB, qui est un MBA spécialisé en marketing digital et en transformation digitale, et je travaille au sein d'une école qui s'appelle l'EFAP, qui est la plus vieille école de communication de France. J'ai un double parcours, ça fait bientôt 20 ans que j'évolue dans ce qu'on appelle le digital, un parcours d'entrepreneur avec une quinzaine de salariés, et puis maintenant ça fait bientôt 10 ans que j'accompagne des jeunes et des moins jeunes, ça va de 22 à 55 ans, donc c'est très large, sur justement cette transformation du monde. Et l'intelligence artificielle là-dedans, je ne me suis pas dit, tiens, ChatGPT, c'est sympa, il faut que je m'y intéresse. Je m'y intéresse depuis très longtemps, depuis 1997, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. N'hésitez pas à vous connecter avec moi, avec grand plaisir qu'on puisse poursuivre ces discussions. Je fais également partie, vous le voyez dans la partie jaune, d'un think tank qui s'appelle Impact IA France, et qui englobe la plupart des entreprises du CAC 40, des agences spécialisées, et on réfléchit justement à l'impact, d'où le nom, de l'intelligence artificielle à la fois dans la société, dans l'éducation, dans les entreprises, bref, on essaye d'apporter des réflexions sur ces sujets-là. Donc le MBA, rapidement, je vous le dis parce que j'ai déjà eu des élèves vétérinaires, donc c'est pour ça, ça me fait plaisir. On est un MBA, on a 10 ans d'existence, on est le premier à Paris, le deuxième en France, et justement sur ces thématiques de marketing digital et de transformation digitale. Et plus largement, parce que c'est le fil rouge, comment on englobe l'IA dans tout ce secteur-là. On est présent dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, et on se développe au fur et à mesure. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas, on pourra en parler. Avant de commencer, je vais vous passer une courte vidéo qui dure à peu près 1 minute, qui va poser le décor. J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme et la citoyenne dans tout ça. Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. Olympe de Gouges va être décapitée. Et elle va être décapitée au chef d'accusation qu'elle a tenté le coup d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est tout. Bon, elle est décapitée direct. Donc on flirte avec le dangereux quand même. Mais après la décapitation d'Olympe de Gouges, une femme qui demande le droit de vote, on la décapite pas, on rigole. Donc c'est ridicule. 100 ans plus tard, 1889, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle? Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère et en dernier recours, on les tue. Un critère légal pour faire interner une femme en hôpital psychiatrique fin 19e, c'était lit des romans. Donc là, on est dans la période dangereuse. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. C'est complètement évident. À part pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Mais toutes les révolutions sont passées par ces 3 étapes. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Que les femmes puissent porter des pantalons, ridicule, dangereux, évident. Demandez à Coco Chanel. Le courant alternatif, qui alimente la totalité des appareils électriques de cette pièce. Eh bien, le courant alternatif, pour Thomas Edison, qui était quand même un type plutôt expert en courant électrique, eh bien, c'était dangereux. Thomas Edison, 19e siècle, début du 20e même, il a fait du lobbying pour prouver la dangerosité du courant alternatif qui avait été découvert par Nikola Tesla, qui entre-temps travaillait pour son concurrent, la société Westinghouse. Et justement, Thomas Edison a fait du lobbying pour que se faire électrocuter, ça se dise se faire Westinghouser. Il a même été jusqu'à électrocuter des chiens et des chats en place publique à New York avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Et il a poussé le vice jusqu'à acheter un éléphant à la retraite d'un cirque pour l'exécuter par courant alternatif à New York. Le problème, c'est qu'on passe directement de dangereux à évident. Donc le cynisme persiste. Eh bien, on oublie que tout ce qui nous entoure est passé par ces 3 étapes. Pour nous, c'est évident. Mais à une époque, ça a été quelque part entre ridicule et dangereux. Alors évidemment, c'est très facile, en rétrospective, de rigoler de nos ancêtres. Mais ce qui est difficile, c'est de se poser la question de ce qui est ridicule aujourd'hui et qui pourrait devenir évident demain, parce qu'on est loin d'avoir fini dans cette dynamique. En fait, c'est tellement vrai, ces 3 étapes, ridicule, dangereux, évident, c'est Schopenhauer qui a lancé cette idée, en fait, et Gandhi aussi, que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et c'est très difficile pour un décideur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos têtes que vous en manipulez tous les jours.
Les révolutions, c'est pareil. Apporter une révolution au monde, ça nécessite d'aller la chercher quand elle est indiscernable des autres idées à la con. Et vous ne trouverez jamais une révolution ailleurs que dans des idées qui ont l'air débiles à leur époque. Voilà. Rappelez-vous de ça, ridicule, dangereux et évident, ça va être le fil rouge de ma prise de parole. Je vais vous donner un exemple plus contemporain de ce ridicule, dangereux, évident. En 1998, il y a une petite entreprise qui a vu le jour, qui s'appelle Google. Et en 2000, elles ont sorti un produit qui s'appelle AdWords. Donc ce mot barbare, c'est ni plus ni moins que les liens sponsorisés que vous avez sur les pages web. À cette époque-là, j'avais mes parents qui avaient beaucoup d'amis qui avaient des agences de print, des catalogues, des flyers ou que sais-je. Et lors de barbecue, je leur disais, vous savez, il y a un truc qui vient d'arriver là, c'est vraiment ouf. On va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir acheter, enfin c'est vraiment waouh. Et là, Arnaud, t'es mignon, t'as 20 ans, t'es un peu ridicule avec tes conneries. Les gens, non, catalogue papier, ok. Le temps a passé, puis de nouveau un barbecue. Puis là, les potes de mes parents, ils tiraient la tronche, bah ça va pas, bah non, perte de chiffre d'affaires, je licencie à cause de vos conneries de Google. Ah, ça commence à être dangereux. Et puis aujourd'hui, en 2025, vous imaginez bien que c'est totalement évident. Je vous donne juste un chiffre pour illustrer, hein, sur l'investissement publicitaire dans le monde, sur tous les médias, télé, radio, presse, affichage et le digital. Sur 100 € investis, 74 € c'est pour le digital. Donc c'est aujourd'hui totalement évident. Donc notre ami Idriss nous parle de révolution. Pourquoi on parle de révolution? On revient aux origines latines, ça vient de la roue. Et en fait, par rapport à une révolution, on a 3 postures possibles. Soit vous êtes sous la roue, vous êtes écrasé. Soit vous êtes dans la roue, vous vous faites entraîner, un peu comme un hamster, hein, il a pas mal, mais bon, il tourne. Ou bien, dernière des postures, vous prenez un peu de hauteur par rapport à ces trous et vous regardez, mais qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Notamment, nos aïeux ont fait quoi? Ils ont fait avec une roue, ils en ont fait des voitures. Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver les bonnes solutions. Et effectivement, on parle de révolution, notamment une personne que vous connaissez au moins de nom, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui nous explique que ça va avoir plus d'impact qu'Internet ou bien encore le mobile. Quand on voit le bordel que ces deux technologies ont fait dans nos sociétés depuis plus de 25 ans, on peut se poser des questions. Et notamment, moi, la question que je me dis, c'est est-ce que c'est vraiment une révolution? Et non, c'est pas une révolution, c'est pire, c'est un changement d'air. Pourquoi de l'air? L'air glaciaire, l'air des dinosaures. Il y a eu des dinosaures, il s'est passé un truc, je sais pas vous, j'ai jamais vu de dinosaures. Donc c'est bien qu'il y ait eu un événement qui a été extrêmement impactant. Et pour savoir où on va, justement, c'est important de savoir d'où on vient. Et de se dire, même si aujourd'hui à la bonne presse, l'IA, c'est tout un cheminement, très très vieux. L'IA, c'est né au milieu des années 50 par 2 personnes, John McCarthy et Hervé Lianinski, qui ont inventé un truc qui n'existait pas avant. Avant, vous aviez des programmes informatiques. Et ils ont inventé la notion d'algorithme. En fait, la notion d'évolution, la notion d'apprentissage. Et ça a tout changé. Parce que grâce à ces technologies, on a pu commencer à faire des choses qui avant, qui étaient, comment dirais-je, réservées à nous, quoi, aux êtres humains, des actions dites intelligentes. Et ils ont été voir des gens brillants, des marketeurs, qui leur ont dit ça, ce qu'on est en train de faire, on n'a pas de nom, il faut trouver un nom. Ok, pas de problème, ce que vous faites, c'est intelligent, on va regarder ça. Puis c'est pas des humains, non, c'est plutôt des machines. Bon, bah, ça sera artificiel. Bing, intelligence artificielle. Sauf que, à l'époque, l'intelligence artificielle était tout sauf intelligente. Elle était même très conne. Pour vous faire un parallèle par rapport à une intelligence que je vais qualifier de biologique, ça équivalait à l'intelligence d'un chat. Alors, je ne dis pas que les chats ne sont pas intelligents, mais j'ai pas encore vu un chat faire un pontage coronarien, vous voyez. Donc, c'était un abus de langage, mais qui est resté ancré et qui ne changera jamais. Le temps passe, et puis on arrive très vite à la première date marquante, c'est 97. Et qu'est-ce qui s'est passé en 97? Vous avez une boîte qui s'appelle IBM, qui a inventé une IA qui s'appelait Deep Blue, et qui a fait un truc qui, pour l'époque, était waouh. Il a battu le champion du monde d'échecs russe, Garry Kasparov. Le gars, il s'en est jamais remis, il est parti pendant 20 ans en dépression. Mais les experts de l'époque, parce que c'est ça qui est intéressant, nous expliquaient que ça arrivera, mais au moins dans une dizaine d'années. Vous savez, le fameux ridicule, dangereux, évident.
98, naissance de Google, on le met de côté, et puis très vite on arrive en 2011, et c'est la naissance de Siri. Alors s'il y a des gens qui ont des iPhones dans la main, connaissent bien évidemment Siri, et puis savent comme moi que c'est une merde sans nom, mais au moins, l'avantage qu'il avait à l'époque, c'est la première fois qu'on avait ce contact avec une interface finalement homme-machine par la voix. Donc en plus Cocorico, c'est une invention à moitié française. Le temps passe, on arrive en 2014, guerre des égos, Amazon avec Alexa, donc si je devais le qualifier, c'est un Siri qui tourne à la cocaïne, qui est beaucoup plus énervé et efficace, et en plus qui est connectable avec un environnement. Très bien. Une date que je n'ai pas mise, mais vous allez voir, elle est vachement importante, c'est 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Vous avez deux messieurs atteints d'une maladie, d'une forme d'autisme, des Asperger, qui ont créé une fondation. Et les mots ont un sens parce que la particularité d'une fondation, c'est à but non lucratif. Et ces deux messieurs ont eu une idée, on va créer une IA qui va sauver le monde. Ces deux personnes étant Elon Musk et Sam Altman. Je mets ça de côté. On arrive enfin 2017. Et là, c'est vraiment le premier basculement. Google, avec sa filiale, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs la filiale, mais bon, c'est pas bien grave, DeepMind, sort une IA qui a pour but de battre le champion du monde de jeu de Go au jeu de Go. Alors pour nous, occidentaux, le jeu de Go, comment vous dire, moi j'en avais jamais entendu parler, mais finalement c'est un jeu de plateau, un peu comme les échecs, sauf que contrairement aux échecs, où il faut avoir une très bonne mémoire et être très bon en mathématiques, ça ne suffit pas au jeu de Go, parce qu'il y a une notion de technique, tactique, de bluff, c'est beaucoup plus compliqué. Et les experts de l'époque, toujours les mêmes, il faut toujours se méfier des experts, nous racontent que, alors là, ok les échecs, mais là le jeu de Go, ça n'arrivera pas avant 15 ans les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez la fin de l'histoire, il s'est passé que l'IA AlphaGo a rétamé 4 manches à 1 le champion du monde sud-coréen de jeu de Go. Et comment elle a fait finalement ? Et c'est là où ça a été le premier effet waouh, elle a été mettre en place des stratégies que aucun être humain jusqu'à présent n'avait, si ce n'est que imaginé. On enseigne d'ailleurs maintenant dans les pays asiatiques, dans les écoles de jeux de Go, on enseigne les techniques qu'a inventé l'intelligence artificielle. Et quelques mois plus tard de cette année 2017, Google a créé une V2 d'AlphaGo qui s'appelait AlphaGo 0, donc plus intelligent, et je vous passe les détails, et ils ont fait s'affronter les deux machines. Et la machine en mode V2 a battu 5-0 la machine en mode V1. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que bizarrement, c'est à partir de 2017 que vous avez vu fleurir des blogs, de la littérature, des podcasts, des conférences, des experts en veux-tu en voilà. Pourquoi ? Parce que le monde du business s'est dit « Ah là, avant l'IA c'était marrant, maintenant on va gagner du pognon avec ». 2017. On avance, et la fameuse date, ce que j'appelle l'an 1 de l'IA, le 30 novembre 2022, la fameuse fondation met à disposition du grand public un truc qui s'appelle ChatGPT et qui nous permet de voir concrètement ce qui se passe avec l'IA. Et c'est quoi la différence ? L'IA existe depuis très longtemps, il y a différents modèles, je vous passe les détails, mais finalement, ça nous servait à quoi cette IA ? Ça nous servait à donner du sens à des quantités massives de données. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Je pense que nous tous ici, on a déjà pris un Uber, un Bolt ou que sais-je. Une de ces voitures, par jour, ça génère 7000 milliards octets de data. C'est comme si je vous demandais d'analyser 7000 milliards de grains de riz. Tu me dis, Arnaud, t'es bien mignon, mais je n'ai pas que ça à faire. Et vous auriez bien raison. On est donc obligé de se faire accompagner par des IA pour donner du sens et nous aider à prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'ils ont introduit, OpenAI ? Ils ont introduit la notion de génération. Alors au-dessus, il y a marqué, vous ne le voyez peut-être pas bien, il y a marqué « create content », mais la notion de création n'est pas bonne. C'est de la génération. Parce que finalement, encore un peu maintenant, l'IA ne crée pas, elle génère. Et en fait, le monsieur Sam Altman, il est devenu millionnaire en faisant une addition. Ça laisse rêveur.
Il a fait quoi? Il a pris un algorithme existant qui a été inventé par Google en plus. Je ne vous explique même pas comment Google est les a comme ça. Et puis, ils ont additionné ça dans une sous-catégorie d'intelligence artificielle qu'on appelle le NLP pour le langage naturel. Ils ont mis ça dans une interface que vous, moi, tout le monde connaît, genre WhatsApp, e-message et j'en passe. Ils ont mis ça dans le checker, ils ont secoué et pim, ça a donné ChatGPT. Et depuis le 30 novembre 2022, il se passe quoi? On s'aperçoit que c'est de plus en plus balèze, c'est de plus en plus intelligent, et que les développements vont autour du langage, de la voix, de l'empathie. Dites-vous qu'aujourd'hui, une IA diagnostique mieux le risque de suicide qu'un psychiatre. Ça laisse quand même réfléchir. La gestion du savoir ou bien encore le raisonnement. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse avec ces fameux, le deep research, la recherche profonde que tous les modèles mettent à disposition. Donc en fait, on est en évolution constante, on a eu l'IA historique, l'IA générative, et là on est entre l'IA générative et l'IA agentique. Les agents, finalement, c'est ceux qui vont faire le travail de manière plus ou moins autonome. Et on ira bientôt vers l'IA physique. On en reparlera un petit peu. La fameuse deuxième grande révolution qui va nous mettre une tannée pas possible, c'est la révolution robotique avec les robots humanoïdes bipèdes que l'on va tacler avec un cerveau de ChatGPT avec la version 42. Je vous laisse imaginer vers où on va. Et pourquoi tout ça se développe à la vitesse de la lumière? C'est parce que vous avez deux entreprises qui s'appellent Google et Microsoft qui, à elles deux, possèdent 95% de parts de marché des solutions comme, vous les connaissez, Outlook, Gmail et consorts, qui sont répandues, bien évidemment, dans les entreprises et qui nous forcent, de manière directe ou indirecte, à utiliser ces IA-là. Vous avez sûrement, vous, ici, un compte Google et un compte Outlook. Vous voyez toujours, ça n'arrête pas de clignoter, Copilot, Gemini, bref, ils nous incitent, inciter c'est un gentil mot, à les utiliser. Et le truc, c'est que ça va extrêmement vite. Là, vous avez un graphique qui montre les taux de pénétration par rapport à des technologies plutôt connues, le cloud, vous savez, le fameux ordinateur dans le nuage, on va l'appeler comme ça, et puis les smartphones, l'extension de votre corps. Et ça va encore plus vite que ça. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on est de plus en plus matures et on adopte de plus en plus rapidement des technologies. Juste pour vous illustrer, un réseau sur lequel vous devez être tout, j'imagine, LinkedIn, il lui a fallu quasiment 8 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Un autre réseau qui s'appelle YouTube, 4 ans. WhatsApp, 3 ans et demi. Instagram, 2 ans et demi. Vous savez, c'est le réseau où il n'y a que des vies merveilleuses. Et TikTok, 9 mois. Et enfin, ChatGPT, 2 mois. 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. 5 jours pour atteindre 10 millions de clients. Même dans mes plus gros fantasmes, je n'ai jamais eu ça avec mon entreprise. Et un monsieur que je vous présente ici, que vous ne connaissez pas, qui est le PDG d'NVIDIA, qui est une des 5 entreprises les plus valorisées au monde. NVIDIA propose, alors s'il y a des gamers dans la salle, ça va vous parler, mais propose des CPU et des GPU, en gros la puissance de calcul pour les intelligences artificielles. Et il nous explique, ce monsieur, qu'on est à l'iPhone moment. C'est quoi l'iPhone moment? L'iPhone est sorti en 2007, donc la naissance des smartphones, mais avant il y avait déjà des téléphones. Je pense que vous tous ici, même peut-être les plus jeunes, on a tous eu un Nokia 3310 qui avait une batterie qui durait 1 semaine et on pouvait s'en servir d'arme. Je pense que ça passe à tout le monde, c'était incassable. Et il y a eu l'iPhone et il y a eu une accélération des usages, un nouvel écosystème qui s'est créé, et aujourd'hui l'iPhone et les smartphones sont totalement évidents. Et on en est à la même étape avec l'IA. Alors tout ça, ça fait flipper. On entend, ouais, mon boulot, machin, on va être remplacé. Rassurez-vous, tous les métiers ne vont pas être chamboulés. Il y en a qui sont safe, comme on aime à dire. Si vous êtes maçon, plombier, serveur, coiffeur, électricien et j'en passe, vous êtes tranquille. Si ce n'est pas le cas, on est dans la merde. Et c'est ça qu'il faut vraiment se mettre à l'esprit. Et ces métiers que vous voyez ici, et le titre que vous voyez, malgré tout, certains métiers ne pourront jamais être remplacés. Et j'ai volontairement menti quand je vous ai écrit ça. Ça, c'est pas jamais, c'est pas encore. La révolution robotique. Gardez ça à l'esprit. Demain, vous verrez des robots promener des chiens dans la rue. Ça existe déjà en Chine. Déjà en Chine. Demain, vous verrez des robots faire des opérations sur des chiens. Ça existe déjà en Chine. Ne vous inquiétez pas, je vais remonter le moral quand même après.
mais il faut prendre conscience que, encore une fois, il se passe quelque chose de vraiment différent. On est dans un changement civilisationnel. Et il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit. Et j'en veux pour preuve, des cabinets très sérieux, Gartner et j'en passe, nous expliquent que d'ici 2030, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. 300 millions de jobs vont être supprimés ou réduits. Il y en a d'autres qui vont se créer, puisque 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore, selon ce même cabinet. Et ces jobs, on se dit, ouais, mais moi, je suis dans une niche, sans jeu de mots stupide. En plus, moi, je suis veto, donc quand même, tu te comprends. Non. Il y a des IA partout pour tout le monde. En veux-tu, en voilà. À date, il existe 400 000 IA génératives. 400 000. Vous en connaissez, allez, 10. 400 000. Et il y en a qui ont senti le truc arriver. Il y a quelque temps, vous en avez peut-être entendu parler. À Hollywood, les scénaristes ont fait grève. Pourquoi ? Parce que Walt Disney, la mère de Mickey, plutôt Donald, mais pas que, Avengers, Star Wars, Pixar, enfin bref, le géant industriel a fait, on a fait des tests avec l'IA, c'est vachement bien, vraiment. Pour les blockbusters, donc vous savez, les films à gros budget, genre Avengers, avant, on avait besoin de 10 scénaristes. OK ? Là, en fait, puis ils ne sont pas payés au SMIC, vous imaginez bien. Donc, non, on ne va plus avoir besoin de vous. Donc, vous imaginez le ramdam que ça a fait. Donc, finalement, ils ont obtenu gain de cause, parce que des 10 qu'ils avaient à l'origine, maintenant, ils sont obligés d'en avoir 2. Ça, ce n'est pas un emploi qui est supprimé, c'est un emploi qui est dégradé. Et ils ont eu le nez fin, puisque quelques mois après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'était pas du Hollywood, c'était du Bollywood. Ça n'aura pas la Palme d'Or, je vous rassure. Mais le premier film full IA a été généré. Scénario, acteur, décor. Bon, je ne vous conseille vraiment pas de le regarder, c'est un peu boring. Mais il y en a d'autres depuis qui sont sortis. Et ça va vachement mieux. Et qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Néanmoins, tout ça c'est formidable. En plus, moi je suis un gros geekos, donc je suis content. Mais ça pose quand même de vrais sujets, si ce n'est que environnemental et sociétal. Pour vous donner un ordre d'idée, le modèle 3 de ChatGPT, donc celui qui est sorti il y a bientôt 3 ans, pour une session d'entraînement, donc c'est comme s'il devait s'entraîner comme vous, toutes les études que vous avez faites en vétérinaire, pour tout ce que vous avez ingurgité, pour s'entraîner, ça correspond à la consommation électrique de 126 foyers. Le modèle qui est aujourd'hui, le plus puissant de chez OpenAI, O3 Pro, c'est le double. Donc quand vous voyez, tu peux me faire ma liste de courses, j'ai envie de partir en vacances. Ouais, vas-y, crame la planète. Vrai sujet. Mais néanmoins, je reste optimiste. Je suis aussi convaincu que c'est grâce à ces technologies qu'on va pouvoir imaginer des solutions pour, comment je vais qualifier ça, pour la période splendide qu'on vit actuellement. Et ça va vite. Il y a 3 semaines, IBM a annoncé se séparer de 30% de sa masse salariale en ressources humaines, au profit d'agents IA. Il y a déjà eu des tests et des chiffres. 58 millions d'euros d'économie, 300% d'efficacité en plus. Dans une société capitalistique, c'est la perf qui compte. Et puis vous verrez dans vos cabinets, ça va évoluer. Vous allez voir des gens parler avec des robots, des assistants robotiques. Alors, on a un fantasme où on voit un robot à la Terminator. Non, ce sera des petits objets, des trucs comme ça, mais qui vont vous rendre un grand service. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'IA générative ou les IA vont nous remplacer ? En l'état, non. Mais, je suis entièrement d'accord avec la citation que je vous donne là. L'IA ne remplacera pas la majorité des emplois avant longtemps. En revanche, dans chaque secteur, j'ai bien dit chaque secteur, les gens qui sauront l'utiliser remplaceront ceux qui ne le savent pas. Je suis dans l'éducation depuis 10 ans, je travaille dans le 3e groupe français d'enseignement privé. J'ai encore des confrères qui empêchent les étudiants de se servir et d'apprendre à se servir des outils d'IA générative. C'est une faute professionnelle.
une faute professionnelle. Et je vous le dis comme je le pense. Qu'est-ce que vous allez empêcher un gamin d'utiliser une technologie qui lui ouvre les bras? Apprends-lui à prompter, vous savez, j'appelle ça comme ça, l'art du prompt responsable. Et ils ne le font pas. Et ça impacte des secteurs. Le métier des avocats, j'ai plein de copains avocats, mais ils sont en PLS, ils cherchent des élèves avocats, pour, vous savez, des stagiaires ou autres. Je connais plein de mes amis qui ont pris autre chose, des IA. Ouais, ça coûte moins cher. Ça travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas malade, ça part pas en vacances, et ça ferme sa gueule. C'est quand même vachement différent par rapport à ce qu'on peut tous connaître. Les docteurs, là je pense que c'est cataclysmique ce qui arrive. En janvier dernier, une des plus grandes, comment on appelle ça, revues scientifiques, a fait une battle, on va appeler ça comme ça, avec d'un côté des avocats, un concours de diag. Au milieu des docteurs qui utilisent l'IA, donc docteur tout seul, docteur IA, et l'IA toute seule. Résultat des courses, le docteur avait des taux de bonne réponse, si je puis dire, de 60%. Le docteur qui utilise l'IA, 58%, moins bon, parce qu'il ne sait pas s'en servir. Et l'IA toute seule, 90%. Demain, est-ce que je vais aller voir un médecin qui n'utilise pas l'IA avec un taux de survie moindre? Vraie bonne question. Demain, est-ce que je vais envoyer mon chat ou mon chien avec un veto qui n'utilise pas l'IA? Vraie bonne question. Ce slide devrait être présenté dans toutes les écoles de la planète pour comprendre le pourquoi du comment de toutes les manières. C'est inéluctable. Création graphique, étude dans le monde, coût par un humain, $150, temps, 5 heures. Un humain augmenté, donc qui utilise des IA, coût 8 centimes, temps, 1 minute. J'ai envie de vous dire, vous savez, en maths, c'est QFD. Et ça, bien évidemment, vous le transposez dans tous les métiers. Alors, vous dites, oui, mais pas encore, machin. Oui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Imaginez que ChatGPT va seulement fêter ses 3 ans en novembre. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va faire sa crise d'adolescence? Au GPT 123. En plus de ça, les compétences que vous apprenez à l'école avaient des durées de vie jusqu'en 87 de 30 ans. Moi, dans mes métiers, c'est passé de 30 ans à 6 à 12 mois. Chaque année au mois de mars, remise des diplômes, je suis devant 1000 personnes. Chers étudiants, je vous remets un diplôme caduc. Les parents, ils pèsent 15 000 l'année, ils sont en PLS. Mais c'est la vérité. C'est la triste vérité. Donc, il faut développer d'autres choses puisque on arrive dans un monde, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, où l'accès à l'intelligence devient gratuite. Gratuite. Mes étudiants, quand ils sortent de ma formation, ils touchent entre 38 et 42 kilos euros à l'année. Pour l'entreprise, ça fait 80 K à l'année. Et il n'a pas encore été productif. Versus un abonnement à ChatGPT à $30, quand tu sais le maîtriser, tu as n'importe quel expert dans n'importe quel domaine pour $30 par mois. Voilà la société dans laquelle on arrive. Et on n'a pas de recul. C'est très compliqué. On arrive dans une société où le QI est the KPI, l'indicateur clé de performance. ChatGPT est aujourd'hui plus intelligent que 99% des Français. Il prend 1 point de QI par mois. Voilà dans le monde dans lequel vous allez cohabiter. Et je parle de cohabitation. Il va falloir donc développer d'autres choses qu'elle sait encore moins bien faire. Les fameux, vous savez, ce qu'on appelle les soft skills. Parce que la chose qu'il faut comprendre, dans notre société, pour bien utiliser l'IA, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais le problème, c'est que la solution, on la perd en France. La solution, c'est la maîtrise des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, parler, compter. Ça fait 10 ans que je suis dans l'enseignement, je peux vous assurer, j'ai l'impression d'être à Val Thorens. Les fautes d'orthographe, j'ai le cancer des yeux. Et l'éloquence, wesh.
Je suis caricatural, hein, mais on en est là. Et c'est ça que les gens vont devoir travailler, puisque toutes les choses complexes, toute la technicité, c'est la technologie qui va le faire. Donc nous, on va faire quoi? Il va bien falloir être dans la capacité d'expliquer, de transmettre, de vendre des vraies questions qui s'offrent à nous. Donc est-ce que l'IA va remplacer un métier? Pas encore, mais les tâches. Et beaucoup de tâches. On va gagner plus de temps pour peut-être se concentrer sur des choses plus intéressantes. Notamment prendre du temps pour discuter avec des patients. Versus quand je vais voir mon médecin généraliste, c'est 15 minutes habillage d'habillage compris, quoi. Et je le comprends, hein, il n'a pas le temps. Tandis que ChatGPT, vous lui posez 67 fois la même question. Ah oui, je te réponds, pas de problème, mon chéri. Un autre monde qui s'offre à nous. Je vous ai mis 3 technologies. Il me reste 3 slides. Internet, smartphone, Teams, Zoom, Meet. C'est quoi le point commun entre ces 3 technologies? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pour rebondir avec ridicule, dangereux, évident. Bon, moi, je suis un boomer, hein, mais je l'assume. Quand j'ai commencé à bosser dans une agence événementielle, il y avait un ordinateur au fond où il y avait Internet et un email pour toute la boîte. Et il fallait signer une décharge pour l'utiliser. Tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu vas faire Aujourd'hui, c'est totalement évident. Le smartphone, quand j'ai commencé à continuer à bosser, en 2007, machin, smartphone, j'étais en déplacement tout le temps, je vais voir ma DSI, les gars, je peux avoir un smartphone. Doucement cheval. Déjà, je vais te prendre un morceau de poumon en termes de gage, parce que qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, et pourquoi et comment. Bref, il m'a donné le smartphone, j'avais juste le téléphone et les messages. Pas Internet, super logique. Et puis Teams, avant le Covid, période formidable, on se fait une quoi? Et puis, non, vas-y, je vais faire Paris-New York, c'est pas grave. Aujourd'hui, je sais pas, le nombre de visios que je me bouffe, c'est devenu une évidence totale. Pour vous dire que l'IA, c'est exactement pareil, sauf que ça va 1 milliard de fois plus vite. Et ça rapporte de l'argent. Donc voilà ce qui nous attend. Là, en plus, on va rentrer en période électorale. Ça va être quelque chose. Donc, les deepfakes. Comment développer son esprit critique dans un monde tiktokien où l'algorithme ne vous montre que ce que vous voulez qu'il vous montre? Comment ouvrir les chakras? Comment faire en sorte d'identifier des hallucinations? Vous savez, les hallucinations, c'est quand vous faites une image, la personne elle a 6 doigts. Vous savez, c'est une hallucination, par exemple. Il faut bien entraîner les gens à bien prompter, si je puis dire, pour passer tout ça. L'impact sur les lois et les compétences, l'éducation, mais elle va se prendre une mandale, mais c'est d'une violence. D'une violence. Nos politiciens dans l'éducation, ils sont technophobes. Alors, pas à 100% évidemment, mais comparé à ce que ça devrait être, ça fait flipper. Dernière campagne présidentielle, je me suis bouffé tous les programmes. Force à moi. Il n'y avait qu'un parti, je ne citerai pas, où il y avait une page A4 sur l'IA. Alors que je pense, naïvement, que sociétalement, c'est beaucoup plus grave que les retraites. Mais ils n'y connaissent rien. La confidentialité des données, bien évidemment, hein, il faut s'en servir de manière responsable et transparente. Quel intérêt à faire ce qu'on appelle du shadow IA? Je ne sais l'IA, mais je ne le dis surtout pas à mes collègues ou à mes clients. Ben non, manque de transparence. Les écoles, je vous en ai parlé, les enjeux éthiques, bien évidemment, les biais. Alors ça, les biais, en veux-tu, en voilà. L'IA est fait par des humains, reproduit mathématiquement les biais humains. Les IA sont faits à 70% par les hommes. Mathématiquement, reprennent des biais masculins. Il manque un nombre de femmes dans la tech, vous ne pouvez pas imaginer, c'est catastrophique. L'impact sur l'écologie, on en a parlé tout à l'heure, d'où le fait de savoir se servir des outils pour être plus responsable. Et puis, bien évidemment, les enjeux de régulation et la souveraineté des pays. Parce que, comme d'habitude, faut se remettre dans le contexte.
L'IA, si on devait la schématiser, c'est un terrain de tennis. À gauche, vous avez les Américains, à droite, vous avez les Chinois, et dans les tribunes, vous avez les Européens qui font comme les chiens, et par contre, qui régulent. Ah oui, ça régule, il n'y a pas de problème. Pendant que les autres font des boîtes à des milliards et des milliards de dollars. Cocorico, on a Mistral. Comment je vois le truc arriver ? Là, dans les prochains mois, déjà, l'usage, il va encore plus exploser. Vous avez peut-être vu passer ce fameux challenge, là, les starter packs. Sur le réseau, ça a pullulé. Ils ont gagné 125 millions d'utilisateurs en une semaine avec ce truc-là. Bref, donc de plus en plus, à la fois à titre personnel et dans les entreprises. Et puis, dans les entreprises, ces technologies qui sont de plus en plus verticales, qui touchent tous les services. Moi, là, je fais une formation pour mon groupe. Il y a 500 personnes dans mon groupe. Il y a 280 assistantes. Mon président, il m'a dit, on fait quoi ? Humainement, il faut les former. D'un point de vue business, j'en ai plus besoin. Voilà où on en est aujourd'hui. Bref, c'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Mais il est urgent de s'y intéresser. Et aucun métier, je dis bien, aucun métier ne sera épargné. Je vous remercie.